Chronique d'un médecin mélancolique. Chronique d'un médecin qui s'interroge sur sa vie et sur la société globalement. Moi, j'ai fait l'école comme les parents l'ont voulu. J'ai fait l'école. Beaucoup de personnes parfois viennent en ligne dire vraiment ce gars c'est un charlatan, ce gars critique le système éducatif, ce gars. Moi j'ai fait l'école. J'ai été à l'école. J'ai fait la maternelle. J'ai fait l'école primaire. J'ai fait le secondaire. J'ai eu mon bac C en 2007. Ensuite, je suis allé en faculté de médecine à l'ouest du Cameroun, à l'université des montagnes. J'ai fait 7 ans en faculté de médecine. 7 ans. Après 7 ans en faculté de médecine, il fallait maintenant s'insérer sur le plan socio-professionnel. Il fallait rentabiliser les investissements des parents de la maternelle jusqu'à bac plus 7. Et je me disais que comme je suis médecin, c'est bon. Je suis parmi l'élite de la société sur le plan intellectuel. Et c'est tout à fait normal que je puisse trouver un emploi décent, simplement, afin de pouvoir m'en sortir et gagner dignement ma vie, en sauvant des vies. Moi aussi, je le croyais. Quand j'ai fini la faculté de médecine en 2014, plus précisément au mois de novembre 2014, et là nous sommes en novembre 2021, 2014 à 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Nous sommes en novembre 2021. Ça veut dire que j'ai fini la faculté de médecine il y a de cela 7 ans aujourd'hui. Quand j'ai fini la faculté de médecine, j'étais chaud bouillant. Je voulais changer ce pays. Je voulais révolutionner le système sanitaire de ce pays. Et je m'attelais donc avec beaucoup de discipline à travailler dans des structures hospitalières, à effectuer des gardes. À ce moment donné, on m'avait fait comprendre que tu as signé le serment d'Hippocrate, mon frère. Ton rôle, c'est de soigner. Tu ne t'intéresses pas à l'argent. Un médecin, c'est pas l'argent. L'argent viendra. Soigne les patients et l'argent viendra. Je suis allé à l'hôpital. J'ai travaillé bénévolement. J'ai parfois travaillé dans des conditions dramatiques, dans des endroits ironiques. J'ai effectué des gardes dans des conditions exceptionnelles. Vous arrivez dans un hôpital où il n'y a presque pas de plateau technique. Vous arrivez le samedi à 8 h. Vous travaillez jusqu'à dimanche, parfois jusqu'à 13 h le dimanche. Et vous êtes rémunéré 4 000 francs. Parfois 5 000 francs. Dans des structures où on traite bien les médecins, où j'ai eu à travailler, parfois vous avez 7 000 francs. Parfois 9 000 francs. Parfois 10 000 francs. Et pour les médecins les mieux traités, ce type de garde, parfois vous avez 15 000 francs. Moi, j'ai eu à dormir à l'hôpital pour 4 000 francs. Durant toute la nuit,
Vous recevez des patients dans le coma. Vous recevez des personnes qui viennent avec des traumatismes, des infections, des accidents de la voie publique. Et toute personne qui arrive vous confie la vie de son patient ou vous confie sa propre vie. Vous êtes là à l'hôpital. Parfois, vous n'avez pas de plateau technique. Vous ne savez même pas si on va vous payer à la fin du mois. Parce qu'on vous paye de manière cumulative. Vous allez effectuer une garde. Parfois, ce n'est pas un hôpital dans lequel vous travaillez. Parfois, vous effectuez une garde pour remplacer un collègue qui n'était pas disponible. Parfois, vous effectuez une garde juste pour pointer. Et vous accumulez donc des gardes comme ça dans plusieurs endroits. Parce qu'en journée, peut-être vous travaillez bénévolement. Vu que vous n'avez pas d'emploi. La fonction publique recrute combien de médecins par an? Combien sont formés? Il y a combien de nouveaux hôpitaux qui sont créés chaque jour pour qu'on puisse avoir des médecins qui puissent être recrutés et qui travaillent décemment. Et même lorsqu'on vous recrute à la fonction publique, est-ce que votre salaire va sortir le mois prochain? Moi, je connais des collègues qui ont été recrutés et qui ont eu leur appel 2 ans, 3 ans après, parfois beaucoup plus. Entre-temps, comment vous vivez? Vous effectuez des gardes, vous jonglez, vous faites du bénévolat, vous êtes obligé de vous battre pour gagner de l'argent, pour survivre. Vous vous imaginez lorsque vous gagnez 4 000 francs, 5 000 francs par garde, 7 000 francs. Prenons même 10 000 francs. Supposons que vous gagnez 10 000 francs lorsque vous effectuez une garde. Parce qu'en journée, vous ne gagnez presque rien. Si vous effectuez 4 gardes par semaine, ça veut dire que vous gagnez 40 000 francs par semaine. En 2 semaines, ça fait 80 000 francs. En 1 mois, ça fait 160 000 francs. Dans le meilleur des cas. Prenons même le cas que en semaine, vous avez un emploi où vous touchez 100 000 francs ou 150 000 francs. Prenons même le meilleur des cas. Ça veut dire que vous avez un emploi où vous avez 150 000 francs par mois et vous effectuez 4 gardes. Déjà que c'est exceptionnel d'effectuer 4 gardes. C'est équivaut à dire que vous venez à l'hôpital lundi, vous travaillez toute la journée de lundi. Vous dormez à l'hôpital jusqu'à mardi et vous travaillez encore toute la journée de mardi. Peut-être vous rentrez mardi, vous reposez à la maison, vous dormez à la maison. Vous venez à l'hôpital mercredi, vous travaillez toute la journée de mercredi, vous dormez à l'hôpital mercredi. Ça fait déjà 2 gardes. Vous vous levez jeudi matin, vous travaillez toute la journée normalement. Après jeudi, vous rentrez à la maison dormir. Vendredi matin, vous venez à l'hôpital. Vous dormez à l'hôpital vendredi jusqu'à samedi. Ça fait déjà 3 gardes. Samedi, vous vous levez le matin. Vous travaillez toute la journée de samedi. Vous dormez encore à l'hôpital samedi. Ça fait 4 gardes. Et vous vous levez dimanche et vous devez attendre la relève avant de quitter l'hôpital dimanche. Parfois, vous pouvez quitter l'hôpital dimanche à 11h, 12h. Voilà ce que veut dire 4 gardes. Et quand vous quittez l'hôpital dimanche à 12h, vous devez revenir lundi matin. C'est ça que signifie 4 gardes. Et parfois, ça peut se faire dans plusieurs structures différentes. C'est-à-dire, vous travaillez dans cet hôpital le lundi en journée et vous partez effectuer une garde dans un autre hôpital pour remplacer un collègue ou alors pour faire du pambé. Voilà ce que signifie 4 gardes. Et j'ai pris le meilleur des cas où on vous donne 10 000 francs par garde. En une semaine, ça fait 40 000. En 2 semaines, 80 000. En 1 mois, 160 000. Supposons que le travail que vous effectuez en journée, vous touchez 150 000. Ça fait donc 150 000 plus 160 000. Ça fait 310 000 francs par mois en travaillant de cette façon. Ça veut dire que en 10 mois, ça fait 3 100 000 environ. En 1 an, vous n'atteignez même pas 4 millions. Disons même 4 millions. En 10 ans, 40 millions. En 100 ans, 400 millions. Vous ne pouvez pas vivre 100 ans. Vous êtes dans un pays où l'espérance de vie tourne autour de 50 ans. Donc prenons que vous avez 50 ans de travail. 200 millions. Ça, c'est dans le cas où vous ne tombez jamais malade, vous êtes toujours performant, vous effectuez toujours 4 gardes par semaine, vous venez toujours au travail, vous n'avez aucune faute qui pousse à ce qu'on diminue votre salaire. En 50 ans,
de travail, vous allez avoir de manière cumulée, sans compter aucune dépense, 200 millions en 50 ans. Ça veut dire que de manière mathématique, il y a un niveau de richesse que vous n'allez jamais atteindre. Parce que si je dois enlever chaque mois le transport, la nutrition, l'hébergement, les besoins physiologiques, les besoins de satisfaction globale, votre famille, parce que vous êtes déjà un docteur, vous devez vous occuper de vos frères, de vos sœurs, vous devez vous occuper de votre famille, vous devez contribuer lorsqu'il y a des événements. Ça signifie qu'en réalité, vous êtes un médecin mélancolique qui ne gagne rien. Et au quotidien, le patient arrive. Lorsqu'il y a un problème, il crache sur vous. Il vous insulte. Il vous accuse d'être responsable du patient qui est décédé, parfois étant venu dans un cas critique pour lequel même le plateau technique, malgré toutes vos connaissances, ne peut pas permettre de le prendre en charge de manière optimale. Voilà la situation dans laquelle le médecin se trouve. Et face à ça, il y a certains médecins qui sont des brebis galeuses, et heureusement ce ne sont pas les plus nombreux, qui ont décidé, compte tenu de ces faits, et je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je vais m'arrêter à ça. Il y a certains médecins qui ont décidé d'être des bourreaux pour leurs patients. Des médecins qui ont décidé d'entraver la déontologie et l'éthique médicale afin de gagner un peu plus d'argent. Des médecins qui vont arriver à l'hôpital avec des médicaments dans un sac. Et lorsque ces médecins vont effectuer une prescription médicale, ils vont vous dire, à la pharmacie, ça coûte 7 000, mais ici, je peux te donner ça à 2 500. Des médecins qui vont effectuer des gestes inutiles, qui vont prescrire des examens qui ne servent à rien. Des médecins qui parfois vont aller à l'extrême. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça pourrait choquer les personnes qui nous regardent. Et ce n'est pas l'objectif de ma vidéo. C'est pour ça que je l'ai dit. Heureusement que ces médecins qui représentent des brebis galeuses ne sont pas les plus nombreux. Heureusement que nous avons encore des médecins consciencieux qui font la médecine par passion, qui font la médecine par amour et qui donnent le meilleur d'eux afin de pouvoir sauver les patients. Heureusement. Mais sauf que ces médecins-là qui pratiquent la médecine par amour, pour continuer de pratiquer leur passion qu'est la médecine, ces médecins doivent être épargnés des besoins physiologiques et élémentaires. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer votre passion si en rentrant le soir, vous n'avez pas de quoi manger. Si vous devez prendre la moto pour rentrer, c'est-à-dire que vos patients vont vous mépriser parce qu'ils se rendent compte que vous n'avez rien. Vous êtes misérable. Tous les jours, vous avez des chemises sales. Tous les jours, vous vous habillez comme un clochard. Tous les jours, vous sentez mauvais. Vous habitez dans un quartier puéril avec des voisins qui disent que hey, donc le docteur là habite aussi ici avec nous. Votre passion va disparaître parce que vos besoins physiologiques vont prendre le dessus sur votre passion. Ça veut dire que si rien n'est fait pour améliorer votre situation sociale et économique, même votre passion qu'est la médecine va devenir un sacerdoce, un fardeau, et vous risquez de vous transformer en bourreau de vos patients comme les brebis galeuses sont déjà en train de le faire. Moi, je n'ai pas voulu être une brebis galeuse. Je n'ai pas voulu exploiter la faiblesse d'un malade. Pour moi, ça me fait mal de voir quelqu'un qui arrive dans une structure hospitalière, qui souffre d'un problème de santé, qui lui aussi est victime de toutes les tares de la société sur le plan économique et sur le plan de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, qui arrive à l'hôpital ou qui arrive avec un de ses proches qui est malade à l'hôpital, qui confie sa vie ou la vie de son proche entre les mains du médecin, en sachant que le médecin est un peu comme son Dieu à ce moment donné, parce que c'est lui qui a certainement la solution pour résoudre ce problème, et que finalement ce médecin devient un bourreau parce qu'il veut prélever un peu d'argent à ce patient pour pouvoir se sauver lui-même.
Moi, j'ai vécu un cas dramatique récemment. Mais quand je dis dramatique, c'est pour ceux qui m'écoutent parce qu'il y a plus dramatique que ça. Mais je ne pourrais pas aller plus loin dans cette vidéo. Et là, je vais citer un nom. Nous avons un membre de Startup Academy qui s'appelle Morel Jospin. Il peut regarder cette vidéo et venir dire en commentaire que c'est faux si ce que je raconte n'est pas exact. Il a été victime d'un accident de la voie publique. Il s'est rendu dans une structure hospitalière. Ses proches, y compris moi, nous nous sommes mobilisés afin de pouvoir l'accompagner, y compris en se déplaçant pour venir le rencontrer à l'hôpital, y compris sur le plan financier, etc. Il est arrivé dans un hôpital de la place dans la ville de Douala, que je ne vais pas citer, pour ne pas nuire. Mais c'est un hôpital qui est connu de tous. Il est arrivé dans cet hôpital. Il était hospitalisé là-bas, avec des blessures partout, des fractures. Et vous savez ce qui s'est passé? Les professionnels de santé ont volé son argent. Ça veut dire qu'il avait son porte-monnaie à côté de lui, dans lequel il y avait donc l'argent qui avait été collecté pour pouvoir l'aider à se prendre en charge. Et les professionnels de santé qui s'occupaient de lui ont volé son argent. Vous vous imaginez ça? Vous vous imaginez que quelqu'un était victime d'un accident, il a frôlé la mort, il se retrouve dans une structure hospitalière qui est censée le protéger. Et ceux qui doivent le prendre en charge volent son argent. Pour moi, je n'ai pas voulu faire ça. Et je me suis dit, si c'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir dans une structure hospitalière en faisant ça, je préfère arrêter. Je préfère gagner de l'argent autrement. Je préfère trouver d'autres sources de revenus qui vont me permettre de pouvoir vivre décemment en pratiquant la médecine toujours comme passion, mais différemment. J'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat dans le domaine médical avec des projets comme SOS Médecins Cameroun, des projets comme Médecins 2.0. J'ai décidé de publier des ouvrages afin de pouvoir commercialiser mon intelligence. Aujourd'hui, j'en ai publié 7. Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida, la fonction marketing à l'hôpital, le jeune entrepreneur africain, un médecin atypique, les 100 idées de projet à débuter sans financement, le coronavirus de A à Z, ma bande dessinée Dr Claudel Numbissier. J'ai lancé d'autres projets, Startup Academy, Startup Group, la marque sur mesure, Claudel Numbissier International Consulting, NSC. Il y a tellement d'autres projets que j'ai lancés tout en continuant la médecine comme étant une passion, en offrant mes prestations en ligne, des conseils en ligne, des consultations à domicile. Mais j'avais compris que ce n'est pas en pratiquant cette médecine comme passion que je vais pouvoir vivre décemment. Parce que dans notre écosystème, pour vivre décemment de la médecine, il faut parfois travestir certaines règles et je ne voulais pas le faire. Et vous savez ce que j'ai gagné comme récompense? On m'appelle vendeur de livres, vendeur d'habits. Donc, lorsque je fais une publication pour dire je viens de mettre sur le marché mon nouvel ouvrage dans lequel je parle par exemple je vais prendre un exemple, c'est une autobiographie ou alors c'est un essai ou alors c'est un document scientifique dans lequel je parle par exemple du coronavirus, etc. Les gens viennent en commentaire dire « Dis donc, laisse ça, vendeur de livres. » En fait, vendeur de livres est devenu une insulte. Lorsqu'on dit Claudel, c'est un vendeur de livres, la personne qui le dit, lui, sait qu'il est en train de m'insulter. Dis donc, tu vends les habits. Regarde-moi un vendeur d'habits. Un médecin, il vend les habits. Mais attends, je ne savais pas qu'une veste sur mesure, qui est ma marque, et qui est commercialisée à travers le monde et qui a le prix que vous connaissez, je ne savais pas que c'était une insulte d'avoir une marque d'articles de mode. Je ne savais pas que quand je porte ma chaussure sur mesure qui est fabriquée au Cameroun par des maîtres boutiers camerounais avec notre cuir et avec toute la matière première locale qui contribue à développer une chaîne de valeur qui va dans toutes les dimensions, y compris dans les services, avec des photographes professionnels comme Dadjima Soda, avec des graphistes excellents comme Monsieur Yannick, etc., qui vont mettre cela en valeur
et que vous pourriez retrouver au Numbisi Rousseau Center, à la nouvelle route Bastos, dans notre shop qui est là. Je ne savais pas que c'était une insulte en fait. Aujourd'hui, quand on me dit Claudel Numbisi, c'est un vendeur d'habits, la personne qui le dit, c'est qu'il est en train de m'insulter. Aujourd'hui, quelqu'un dit, ah dis donc, tu vends tes formations, tu es un vendeur de formations. Je ne savais pas que vendre des formations était une insulte. Lorsque nous avons fait l'école maternelle où les enseignantes ne faisaient que nous former, l'école primaire où on passait le temps à nous former, le secondaire où on nous formait en mathématiques, en physique, en anglais, en chimie, l'université où on m'a formé pendant 7 ans avec plus de 40 enseignants qui passaient juste le temps à nous former dans les salles de classe, à l'hôpital. Après la faculté de médecine, j'ai continué à bénéficier des formations dans les structures hospitalières, ce qu'on appelle des enseignements post-universitaires. Ça s'abrège des EPU. J'ai passé toute ma vie à bénéficier des formations payantes parce que la maternelle n'était pas gratuite, le primaire n'était pas gratuit, le secondaire n'était pas gratuit. L'université coûtait excessivement cher. Et même à l'hôpital, ça coûtait de l'argent pour participer aux EPU. Sauf lorsque c'était financé par certains laboratoires. Et même parfois, c'était payant encore pour les médecins. Et ce que les gens veulent me faire comprendre, c'est que toute l'expérience dont j'ai bénéficié de mon parcours académique, de mon parcours professionnel, de mon parcours entrepreneurial, lorsque je partage cette expérience, c'est une insulte en fait de vendre ma compétence. Les gens disent vendeur de formation. En fait, je suis en train de me rebeller contre moi-même afin de ne pas être un bourreau pour les patients, afin de gagner décemment ma vie et vivre de manière, j'ai envie de dire, loyale et fidèle vis-à-vis de mes propres engagements et surtout vis-à-vis de ma propre vision pour être intègre vis-à-vis de mes propres valeurs. En le faisant, les gens me disent vendeur de livres comme si c'était une insulte. Vendeur d'habits comme si c'était une injure. Vendeur de formation comme si c'était une calomnie. En fait, j'ai fini par comprendre qu'en réalité, ces insultes traduites de cette façon étaient l'extériorisation d'une frustration personnelle dont le dénominateur commun, c'est la pauvreté. Je sais que lorsqu'on est pauvre, c'est difficile. Lorsqu'on est pauvre, on devient aigri. Lorsqu'on est pauvre, c'est un peu lorsqu'on coupe la lumière à la maison. Tu ouvres rapidement la fenêtre pour savoir si la coupure est générale. Et si c'est général, ça va, parce qu'on a coupé chez tout le monde. Lorsqu'on est pauvre, c'est le même sentiment qu'on souhaiterait avoir. On aimerait que tous les autres soient pauvres comme nous. Comme ça, on sera consolé d'être dans une communauté de pauvres. Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est plus jeune que soi, qui peut-être a fait moins d'études que soi, ou alors qui a fait des études mais qui n'était pas meilleur que soi, et qui réussit à réaliser des choses qu'on n'arrive pas à réaliser, et que même si on a 50 ans d'exercice, comme j'ai pris le cas avec le médecin tout à l'heure, on ne réussira même pas à réaliser 5% de ce qu'il fait. Je peux comprendre tout naturellement que même inconsciemment, votre cerveau vous pousse à vouloir trouver des failles chez cette personne en lui disant vendeur de livres, vendeur de formation, vendeur d'illusions ou plutôt vendeur de rêves. Oui, je vends les livres parce que les livres, c'est la science, c'est mon expérience et c'est ma manière de participer à la progression de la science. Oui, je vends les habits parce que vous pouvez sortir de chez vous sans manger, mais vous ne pouvez pas sortir nu, sauf si vous êtes un nudiste. Et pour l'environnement africain, c'est assez rare. Oui, je vends des formations parce que depuis la maternelle, vous avez passé votre temps à acheter des formations. Parfois de personnes qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas l'expérience. Donc si je le fais aujourd'hui avec mon background et avec mes résultats, j'estime avoir qualité pour le faire. Donc, si toi, tu ne fais rien de ta vie, je te recommande de commencer à travailler. Le travail a des vertus. Je sais que c'est difficile d'être pauvre et misérable. Tout le monde a expérimenté la pauvreté et la misère. Et on sait tous que ça rend aigri. Et pour pouvoir arrêter d'être aigri, commence à révolutionner ta propre vie. Et un jour, certainement, ton jour va arriver. À demain pour une nouvelle chronique d'un médecin
mélancolique. NRC, le monde à notre porte.